de Google, qui repose sur l'indexation active d'un moteur, d'un crawler, ce qu'on appelle un crawler, sur le web. Et bien là, le service Google Vidéo reçoit des contenus audiovisuels postés par les utilisateurs et des professionnels. Nous, ce que nous faisons ensuite, c'est qu'on déploie un certain nombre de solutions technologiques. Bon, c'est le choix de Flash, notamment pour le streaming des vidéos, comme vous pouvez le voir sur l'interface vidéo.google.com, à laquelle on est là. Donc des choix de technologiques pour rendre le contenu streamable, un nouveau mot français. Et également un certain nombre de fonctionnalités que je pourrais peut-être détailler dans un deuxième temps, qui permettent aux professionnels d'utiliser, de s'adresser à cette audience croissante de gens qui s'intéressent au contenu audiovisuel sur Internet. Ça passe par ce qu'on voit ici à droite, la possibilité de télécharger, d'intégrer la vidéo sur un mail, sur un blog, pardon, ou de l'envoyer par mail, ainsi qu'un certain nombre de fonctionnalités associées à la vidéo qui font maintenant référence en matière de web collaboratif, ce qui comporte la notation, l'ajout de labels, de libellés, de commentaires, etc., qui vont enrichir la description d'un contenu audiovisuel pour le rendre plus facilement, plus pertinent dans une recherche opérée par un algorithme de Google. Alors, je ne sais pas si c'était l'introduction que vous attendiez. Je pense que, en effet, de ce qu'on prend directement sur le site, on a lancé donc cet index aux États-Unis en janvier, et on a ensuite, en juillet dernier, ouvert des interfaces localisées. Vous voyez, c'est en français, donc c'est sur Google Vidéo France. Ces fonctionnalités de transfert de vidéos, de contenu audiovisuel à ces cultures, à ces personnes dans ces pays, dans la langue. Et on constate, alors ça c'est pas très public, mais on constate que la France est particulièrement active dans l'échange, le visionnage de fichiers audiovisuels. Alors peut-être que ça trouve sa source il peut y avoir beaucoup d'explications à ça, mais en tout cas la France est très active en termes de visionnage et de transfert de contenu audiovisuel. Et je travaille à l'ESCAM, la Société civile des auteurs multimédia. On est une société d'auteurs parmi d'autres. Il y a la SACEM qui existe pour la musique et la FACD pour tout ce qui est fiction, notamment la plupart du temps, beaucoup de courts-métrages aussi. Et puis la SCAM, il y a beaucoup d'auteurs et de réalisateurs de cours qui y sont, mais plus dans l'aspect expérimental et documentaire. Moi, je me suis attachée parce que je trouvais le thème de la table ronde très intéressant. Donc je me suis attachée à essayer de trier les idées et essayer de synthétiser aussi. Là, on a des exemples très concrets. Je voulais un petit peu faire un tour d'horizon. Le thème, c'est est-ce que les technologies numériques sont à l'origine d'une banalisation des contenus, d'une dévalorisation des œuvres et de leurs auteurs. Il y a des applications concrètes, on peut beaucoup en parler. Et je me suis dit que cette question-là, il était un peu difficile d'y répondre. Déjà, tout dépend de l'angle que l'on prend. Parce que la banalisation, ça peut être quelque chose de positif, dans le sens de accès du plus grand nombre aux œuvres, mais ça peut être quelque chose aussi pris comme étant négatif, c'est-à-dire le formatage des œuvres, le fait qu'elles deviennent de moins en moins de qualité, de moins en moins exigeantes, banales, au sens d'un peu insignifiantes. Et puis, donc il y a sur l'aspect contenu, et puis il y a sur l'aspect aussi financement, parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Est-ce qu'en dévalorisant, est-ce que dévaloriser les œuvres, c'est pas aussi montrer qu'elles perdent de leur valeur monétaire et que donc l'économie qui est associée à la diffusion des œuvres, on ne la connaît pas bien, les modèles économiques ne sont pas encore mis en place et donc on se cherche tous un peu. Et sans économie, quelque part, pas d'œuvre. Ça, les débats ont déjà agité tout le milieu de la création l'année dernière, notamment avec le peer-to-peer. Alors, la réponse n'est forcément pas tranchée, il y a du oui, il y a du non dans chacune des situations. En matière de contenu,
oui, il y a forcément une forme de banalisation qui arrive avec l'économie comme seule, comme devenant un critère extrêmement important pour la diffusion des œuvres. Il y a un article dans Télérama qui est paru il n'y a pas très longtemps, Télérama du 24 janvier, qui en parle en matière de documentaire et où effectivement les auteurs indiquent que de plus en plus sur les grands réseaux, c'est-à-dire les chaînes de télévision à titre principal, mais aussi chez les grands éditeurs de DVD et autres, il y a un formatage qui est demandé. Pourquoi? Dans le souci en fait de plaire au plus grand nombre. Et le plus grand nombre, il n'est pas tant à la recherche d'œuvres faciles d'accès. Donc c'est vrai qu'il y a de plus en plus, semble-t-il, en tout cas les auteurs s'en plaignent, d'implication des diffuseurs pour qu'il y ait une sorte de formatage des œuvres, qu'elles fassent de l'audience, qu'elles soient vues par le plus grand nombre, qu'elles génèrent de la publicité, et puis voilà. En matière de télévision, l'émergence des nouveaux modes de diffusion, alors il y en a qui ne sont pas très nouveaux, comme le câble et le satellite, il y en a qui le sont un petit peu plus comme la TNT ou comme la télévision via la DSL, ça ne change pas grand-chose. Très souvent, ces réseaux-là, ils n'ont pas spécialement de moyens pour financer de nouvelles œuvres. Donc on se rend compte qu'il y a beaucoup de réutilisation. Et il n'y a pas tellement de lignes éditoriales associées à ces chaînes-là. Donc ça ne génère pas vraiment, ça impulse pas en tout cas un contenu différent de celui qu'on trouve sur les grandes chaînes. Et sur les grandes chaînes, les œuvres exigeantes, il y en a encore. Mais c'est vrai qu'elles sont plutôt reléguées la nuit. Enfin, il y a des cases sur Arte, il y a des cases même sur les chaînes du service public type France 3. Ou le documentaire de création, ou les œuvres expérimentales sont à partir de minuit et demi, 1h. Il faut vraiment vouloir les chercher pour les voir. Sur Internet, oui, il y a une banalisation des contenus. Ce qui circule sur Internet quand on voit les stats, c'est quand même soit ce qui est déjà au top 50 pour la musique, ou ce qui fait des blockbusters au cinéma, et qu'on soit sur les plateformes légales ou qu'on soit en peer-to-peer, c'est quand même le cas. Soit ce sont, en gros, les œuvres faits, les films faits à la maison, donc c'est tout le phénomène Watt auquel on peut assister, et qui non seulement fait l'objet de Watt TV sur Internet, mais qui aujourd'hui est aussi basculé sur TF1, certes à 2h30 du matin, mais c'est quand même ça, c'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui Merci particulièrement Jean-Marc Bouvier, que j'ai eu le plaisir de rencontrer par l'intermédiaire du net, et avec qui cette journée très agréable ne se serait pas déroulée avec autant de facilité pour moi. Je leur remercie beaucoup, et puis merci à tous.